Je m'appelle Normand. Dès le plus jeune âge, j'ai été fasciné par les phénomènes étranges de notre monde. Les fantômes et les maisons hantées, les monstres lacustres et légendaires, les lieux énigmatiques et étranges, les ovnis et les extraterrestres, les disparitions soudaines et inexpliquées. Tous ces phénomènes fournissent beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est ce que j'aime. On peut voir sur mon crâne que j'adore m'arracher les cheveux à essayer de trouver des explications. Je vous propose de faire un voyage avec moi au cœur de certaines de ces histoires. Bienvenue aux Chroniques de l'étrange. En 1878, à Amherst, Nouvelle-Écosse, Canada, la jeune Esther Cox, 19 ans, habite avec sa sœur Jenny et son frère William sous le toit de leur sœur aînée, Olive, et de son beau-frère, Daniel Teed. Des événements bizarres commencèrent. Anodins au début, puis de plus en plus inquiétants. Un soir, alors qu'Esther était alitée à cause d'une maladie, entourée de sa famille et du docteur qui la surveillait, les événements se précipitèrent. Les draps s'envolèrent du lit et un fort bruit de raclement se fit entendre tandis qu'apparaissaient sur un mur des lettres de 30 centimètres de haut, comme gravées dans le plâtre à l'aide d'un burin émoussé. Elles formaient le message suivant. Esther Cox, you are mine to kill. Esther Cox, je te possède pour te tuer. Puis, un morceau de plâtre se détacha du mur et vola jusqu'au pied du docteur. Les murs se mirent ensuite à donner des coups. Au bout de 2 heures de ce vacarme, le calme se rétablit. Bien sûr, cette histoire ne s'arrête pas là. Les événements sont devenus si intenses qu'ils ont obligé la famille Cox à déménager. La maison n'existe plus, mais on sait que Esther a quand même vécu une longue vie. Était-ce vraiment un poltergeist qui s'acharnait sur la maison des Cox? Ou était-ce plutôt les dons qu'Esther possédait inconsciemment? Les dons de télékinésie? Les deux théories s'entrecroisent tout le temps. La ligne est mince entre les deux. Tout comme cette histoire qui s'est passée à Enfield, en Angleterre, au début des années 70. De 1977 à 1979, s'est déroulée une des histoires de poltergeist les mieux documentées de l'histoire du paranormal. Au 284 Green Street, à Brimston, une petite localité du quartier d'Enfield, au nord du Grand Londres, en Angleterre, la jeune Jenny Hudson, 10 ans, habite avec sa mère divorcée, Peggy, ainsi que ses frères et sœurs, Margaret, Johnny et Billy. La première manifestation aura lieu le 30 août 1977. Alors que Janet et Johnny dormaient dans leur chambre commune, Janet sentit son lit trembler sans raison apparente. Le lendemain soir, les 2 enfants et leur mère observent une commode se déplacer devant eux, tandis que des bruits de pas se faisaient entendre. Terrorisés,
Ils descendirent au rez-de-chaussée de la maison, et les bruits se firent plus manifestes, avec des coups frappés contre les murs. Pensant à un cambrioleur, Peggy Hudson demanda à un de ses voisins de venir inspecter la maison. Celui-ci ne trouva rien d'anormal, et comme les bruits continuaient, la mère de famille appela la police. L'officier de police, qui fut envoyé sur place, Caroline Hips, rapporta avoir vu une chaise se soulever de quelques centimètres et glisser d'environ 1 mètre sur le sol, sans qu'elle puisse identifier une raison à ce mouvement. Devant l'incapacité de la police à leur fournir une aide, la mère de famille contacta le Daily Mirror, un journal local. Les journalistes furent témoins de jets de petits objets, comme des briques de Lego et des billes. Suite à la diffusion de la nouvelle dans les médias, un parapsychologue de la Society for Psychical Research, communément appelé SPR, fut envoyé sur place. Maurice Grosse. Il s'agissait pour Grosse de sa première vraie enquête sur le terrain, car il avait rejoint la SPR juste l'année auparavant. Après quelques jours sur le terrain, Maurice fut rejoint par un parapsychologue de la SPR, Guy Lyon Playfair. Après plusieurs mois d'observation, l'équipe et la famille Hudson affirmèrent avoir pu constater les manifestations suivantes. Déplacements d'objets divers comme des gros meubles, des canapés, des tables, des commodes, des lits. Des bruits variés, comme des coups frappés dans les murs dont l'origine ne pouvait pas être trouvée. Des écritures spontanées, comme des graffitis sur les murs, des messages griffonnés sur des feuilles de papier. La pyrokinésie, comme des allumettes prenant spontanément feu. Des destructions d'appareils électriques, dysfonctionnements inexpliqués des appareils d'enregistrement des enquêteurs. Aussi des apparitions. L'ensemble de la famille Hudson avait des visions fugaces de visages les épiant par la fenêtre, des silhouettes sombres ou des personnes inconnues. Mais aussi des agressions physiques. Le poltergeist s'en est pris physiquement aux enfants en les pinçant, les piquant comme avec une aiguille, en les tirant hors de leur lit, ou en les soulevant dans les airs pendant la nuit. Et cela alla même jusqu'à des symptômes de possession. Les deux sœurs, Janet et Margaret, semblaient en train de rentrer en transe, s'exprimant avec une voix grave et éraillée, disant des obscénités ou discutant avec les enquêteurs. Des tests réalisés alors par Grosse et Playfair en bâillonnant Janet avec du sparadrap ou en lui remplissant la bouche d'eau ne l'ont pas empêché de parler. Janet... Let me hear you say my name. Come on, let me hear you say my name. Now, say Dr. Belloc. Come on. Come on, say it for me, Dr. Belloc. Dr. Belloc. Right, that's good. Fine. Shut up your door. I'm 72 years old. I come from Durham Park graveyard. And I have right near the church where Rena lives. And all my friends come from there as well. And we all make a game and go to the pub. And then we pick your house. Because I used to live here. And I will tell you some more. And if you don't get anyone else, just send Mr. Work and Mr. Playback. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, I went blind. Then I
had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. Bill, if you're there, would you answer me the following question? What have you done with Denise's 30p? Headed down to the radio, downstairs. Sorry, Bill, can you say that again, please? Headed down to the radio, downstairs. Righto, Bill, I'll go and look. Thanks ever so much. Why can't Janet feel you? I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? So I'm G-H-O-S-T. Did any friends go with you? Yes, all of them. All the dogs, 68 dogs. So what have you got 68 dogs for? So that they can protect me from you killing me. They can guard your riddle. How can we kill you, Bill? You can shoot me off. Now how can we shoot you if we can't see you, Bill? By praying to God. Sorry, I didn't hear that, Bill. By praying to God. By praying to God. So, what you're saying is we could get rid of you by praying to God. Yes. Janet a également présenté des crises convulsives incontrôlables et elle agressait violemment ceux qui s'approchaient d'elle. Impuissant devant tant de phénomènes, l'équipe d'enquêteurs eut recours au légendaire couple d'enquêteurs Ed et Lauren Warren, qui passèrent aussi quelques jours à Enfield. Le couple Warren découvrit que les manifestations tournaient autour de la jeune Janet, mais aussi de sa sœur un peu plus vieille, Margaret. Un soir, Margaret fut envoyée dans une maison voisine, tandis que Janet resta au domicile familial. Le poltergeist se manifesta alors dans les deux maisons. À l'inverse, lorsque les deux jeunes filles étaient absentes de leur foyer, aucun phénomène paranormal ne se produisait. Après plusieurs questionnements, Janet et sa sœur Margaret avouaient avoir joué avec une planche de Ouija peu de temps avant que les activités paranormales ne débutent dans leur maison. Les événements paranormaux cessèrent progressivement de se produire à partir de la fin de 1978 et cessèrent définitivement suite à la visite d'un prêtre en 1979 selon les affirmations de Janet Hudson. Janet quitta le domicile familial en 1983 et se maria jeune. Son plus jeune frère Billy et sa mère Peggy continuèrent à vivre à Enfield jusqu'au décès de cette dernière en 2003. Interrogés en 2015 par le tabloïd The Mail, les habitants actuels de la maison n'ont pas mentionné y avoir vécu quoi que ce soit de paranormal. Aujourd'hui, les survivants du cas Enfield vivent tous leur vie très heureux et en paix. Le cas Enfield a été si bien documenté qu'on en a fait un film tout récemment, The Conjuring 2, qui relate l'histoire à travers les yeux du couple Warren. Bien sûr, on a romancé l'histoire en y incluant le démon Valak.
mais ce nom-là n'a pas été mentionné dans la véritable enquête effectuée par la SPR. Des entités qui s'en prennent aux enfants, c'est terrible. Mais quand cette entité-là s'en prend à un adulte, physiquement, peut-on encore parler de télékinésie, ce pouvoir qui serait produit par les adolescents? Ce fut le cas pour une femme, une jeune américaine, au début des années 70, qui fut sous l'emprise d'une sorte d'entité hyper violente pendant plusieurs années. En 1974, Doris Bitter, de son nom de jeune fille McGowan, emménage au 11 547 Braddock Drive à Clover City, dans le comté de Los Angeles. Mère monoparentale dans la trentaine, elle y emménage avec sa fille de 6 ans et ses 3 garçons qui avaient respectivement 10, 13 et 16 ans. Peu de temps après leur aménagement, Doris entendit cogner à la porte. Elle alla répondre. Une femme mexicaine se tenait sur le pas de la porte. La femme avait 70 ou 80 ans et lui dit ceci. « Vous devez partir d'ici. Je vivais ici autrefois dans cette ancienne maison. Du temps où c'était une ferme et où j'étais une petite fille. Il y a quelque chose de très mauvais ici. Cet endroit est hanté. Vous devez partir. » Puis, la femme s'en alla, sans donner d'autres explications. Doris avait des relations conflictuelles avec ses enfants. Elle avait eu un passé douloureux et avait un grave problème d'alcool. Quelque temps après leur installation, les enfants ont très vite remarqué que quelque chose n'allait pas dans cette maison. En effet, des craquements se faisaient entendre, des bruits de pas. L'un des garçons avait été brutalisé par l'entité qui hante la maison. Un autre a senti qu'il butait contre quelque chose d'invisible. De même qu'ils avaient observé l'esprit qu'ils avaient vu à de nombreuses reprises, ils lui avaient donné le nom de Mr. Who's. Mais celui-ci n'était pas seul à se faire connaître. Il y avait, selon la famille, 4 entités d'hommes qui se montraient particulièrement agressifs envers eux. Ils furent aussi griffés, battus, mais la mère des enfants, quant à elle, vécut le pire avec ces entités démoniaques. Elle déclara qu'à de nombreuses reprises, elle avait senti que 3 des entités la maintenaient, tandis que la dernière entité, beaucoup plus forte, abusait d'elle, la violait. Elle était souvent victime de violences, avait le corps recouvert de bleu qui parfois apparaissait mystérieusement. Une fois, son fils aîné assista à l'une de ces scènes d'abus sexuels de sa mère. Il tenta de l'aider et fut violemment attaqué par l'entité qui lui brisa le bras. Doris contacta alors 2 enquêteurs parapsychologues, Barry Taff et Kerry Gaynard, qui acceptèrent de visiter sa maison, tout en demeurant sceptiques sur son histoire. Après avoir approfondi le passé de Doris, il s'avéra qu'elle avait subi des viols durant son enfance et qu'elle avait été maltraitée par son père et ses anciens compagnons. La première fois que les enquêteurs se rendirent chez la famille Bitter, ils eurent des sensations de bourdonnement intenses dans les oreilles, mais ne furent pas témoins de quelques manifestations. Pour eux, la mère de famille avait perdu l'esprit. Quelque temps plus tard, Doris fit venir des amis qui furent témoins d'une apparition spectrale. Ils décident alors d'y retourner, en espérant être témoins de phénomènes paranormaux. Ils ne furent pas déçus.
Le bourdonnement à l'oreille revint, tandis qu'en accédant à la chambre de Doris, ils s'aperçurent qu'elle était étonnamment froide alors que le chauffage était mis. Ils furent témoins de petits phénomènes. En effet, des petits éclats de lumière firent leurs apparitions. Alors qu'ils furent dans la cuisine, la porte de l'armoire s'ouvrit alors qu'une poêle soit projetée à plus d'1 mètre de l'armoire. Ils vérifièrent les conduits électriques et l'armoire, mais ils ne trouvèrent aucune raison rationnelle. À plusieurs reprises, au cours de leur visite, les parapsychologues remarquèrent des billes de couleur. Ils réussirent alors à prendre 2 clichés. Mais plus les parapsychologues provoquaient les phénomènes, plus les entités se vengeaient sur la famille. L'enquête dura plusieurs semaines et Doris Bitter fut attaquée de nouveau une 15aine de fois en l'absence des 2 enquêteurs. Toujours de la même façon. Que ce soit dans son lit, dans le salon, dans la salle de bain. Elle se faisait projeter au mur ou au sol. 2 entités lui tenaient les jambes, alors que la 3e, qui était beaucoup plus forte, la violait avec violence. Ne supportant plus les phénomènes, la famille Bitter déménagèrent à 5 reprises. Mais les entités continuaient de suivre la famille, qui restait terrorisée par la violence de la hantise maléfique qu'elle subissait. La hantise cessa quelques années plus tard. Les agressions devenaient de plus en plus faibles, jusqu'à disparaître subitement, comme ils avaient débuté. Doris Bitter décéda d'une infection pulmonaire en 1995. Ses enfants ont tous subi d'autres phénomènes paranormaux par la suite. Selon les enquêteurs, les esprits étaient nourris par l'alcoolisme et l'ambiance instable qui régnait à la maison, notamment dans le comportement des enfants, mais aussi un fort taux d'humidité qui pouvait alors résulter de la lourdeur et de la hantise de la famille. Même si pour d'autres, la famille Bitter aurait été victime d'un égrégore démoniaque et particulièrement violent, voire sadique. Dans le rapport des parapsychologues, ceux-ci mettent en avant que les phénomènes seraient bien d'ordre psychique et d'autosuggestion. En effet, hormis quelques ressentis et les photos de même qu'un médium aurait décrit les démons, ils n'ont cependant eu aucune preuve irréfutable allant dans les 2 sens. Malgré les phénomènes dont ils furent témoins, ils n'ont jamais souhaité être dans l'affirmation de la hantise de la famille. Même si encore aujourd'hui les enfants de Doris continuent d'affirmer que l'histoire est vraie et que les esprits ont détruit leur mère et leur vie. L'histoire de Doris a tellement fait le buzz, ça n'existait pas le buzz dans ce temps-là, là. En tout cas, a tellement fait de bruit à l'époque qu'un auteur en a fait un roman. Et bien sûr, un film est sorti pas longtemps après. The Entity. En français, L'Emprise. J'ai vu ce film-là à quelques reprises quand j'étais plus jeune. Très difficile à trouver aujourd'hui. Mais je me rappelle encore de toute l'angoisse que je ressentais en regardant ce film-là. Parce que les scènes sont hyper réalistes, hyper violentes, avec de bons effets spéciaux et une trame sonore énervante, mais vraiment énervante. Tout ça fait une espèce de ragoût d'horreur qui fait que, vu qu'on sait que ces événements-là sont tirés de faits réels, c'est encore plus angoissant. Et à la lumière de tous les faits qui ont été énumérés dans l'histoire, peut-on encore parler de poltergeist? Les viols répétés de Doris nous amènent sur une autre piste
que les enquêteurs ont pas jugé bon le prendre. Celle des démons. Car en démonologie, la mythologie nous apprend que il y a des démons mâles et des démons femelles. Les démons ont des genres dans la mythologie des démons. Et il y en a qui viennent sur Terre pour abuser des êtres humains. Les démons mâles, qu'on appelle incubes, abusent des femmes sexuellement. Et les démons femelles, qu'on appelle succubes, abusent sexuellement des hommes. Mais vous savez, il n'y a pas juste en Europe ou aux États-Unis qu'il se passe des choses étranges. Ici même, au Québec, on a eu notre propre Amityville, dans la belle ville de Beauport, en 1989. En cet été de 1989, au 3566 de la rue Monseigneur-Gauthier, située dans la ville de Beauport, au Québec, Canada, la jeune Nancy Cochran, 15 ans, se prélasse dans son lit. Soudain, juste au-dessus de son lit, un bruit sourd la ramène à la réalité. À quelques centimètres du lit, le mur de plâtre a été défoncé, comme si quelqu'un y avait donné un coup de poing. Le trou fait au moins 20 centimètres de diamètre. L'adolescente est terrifiée. D'un bond, elle se lève et court en informer sa mère, Micheline, qui est sur la galerie. En attendant le récit de sa fille, et en voyant les dégâts dans le mur, Madame Cochrane comprend que le temps n'est plus aux spéculations des experts. L'heure du déménagement a sonné. À la mi-juillet de 1989, c'est Madame Godbout qui, la première, entend un bruit sourd comme une détonation à l'intérieur du mur de sa cuisine. Le bruit est si puissant que le mur de plâtre se plie sous la pression et avance de 3 centimètres. La femme est intriguée. Mais voilà que le bruit se fait entendre une deuxième, puis une troisième fois. À chaque nouvelle détonation, c'est tout l'édifice qui vibre. Inquiète, Madame Godbout se rend chez sa voisine qui, bien entendu, a elle aussi entendu les bruits sans pour autant réussir à en identifier la cause. Dans les heures qui suivent, les coups se multiplient. 19 coups en moins de 48 heures. Désemparés, les locataires ne savent plus à quel saint se vouer. Ils appellent leurs propriétaires, leurs voisins et même la police. Madame Godbout va même jusqu'à ouvrir le mur pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Mais les coups persistent, plus violents les uns que les autres. Le conseil municipal décide de s'en mêler. Il demande à des experts en bâtiment de se rendre sur place pour identifier la cause de ces coups dans le mur et voir si ces derniers représentent un danger pour les locataires. Au début du mois d'août, alors que les bruits perdurent depuis maintenant 2 semaines, Gaston Dubé, l'un des inspecteurs en bâtiment de la ville de Beauport, se présente au bâtiment. Il y entend lui-même des coups dans les murs. Sous ses directives, des enquêteurs vérifient la tuyauterie. Mais ils ne peuvent trouver rien d'anormal. Tous les trous d'hommes de la rue Monseigneur-Gauthier sont aussi examinés pour vérifier les fuites. Mais là encore, les recherches ne montrent aucune anomalie. De façon générale, les enquêteurs favorisent l'hypothèse d'un lassement du sol et à la canicule. Cette situation, croit-il, entraînerait des tensions inattendues sur toute la structure de l'édifice. Selon eux, une bonne pluie devrait ramener la situation à la normale. Parallèlement aux recherches de Gaston Dubé, d'autres avenues sont explorées.
Plusieurs croient que des émanations de gaz naturel pourraient s'accumuler entre les cloisons et, lorsque la pression devient trop forte, provoquer un claquement, d'où le bang dans les murs. Devant l'absence d'explications vérifiables, on parle de plus en plus d'un phénomène surnaturel, et qui plus est, lorsque des bruits sont rapportés dans les autres logis et à l'intérieur d'autres murs de l'édifice. Un soir, M. Gérard Desbiens, qui habite l'un des 2 logements supérieurs depuis 13 ans, compte 25 coups en ligne. Le phénomène prend tellement d'ampleur qu'une équipe de télé locale est dépêchée sur place pour effectuer un reportage sur les événements. Voici ce qu'ils ont pu filmer. Quel phénomène se produit dans la maison? Que le mur avance quand vous le lavez. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Dans les jours qui suivent, les bruits semblent diminuer. Les locataires qui se présentent de façon sporadique dans leur logement pour finir d'emballer leurs affaires entendent encore des coups dans les cloisons, mais ces derniers semblent moins forts et plus distancés. Puis, vers la fin du mois d'août, tout s'arrête. La propriétaire de l'édifice demande à des ingénieurs de vérifier sa propriété. Mais à l'instar des ingénieurs de la ville, ceux-ci ne trouvent rien et n'entendent rien. L'étrange phénomène qui a ébranlé pendant des jours cette modeste maison à logement semble définitivement terminé. Aujourd'hui, la maison de la rue Monseigneur-Gauthier a trouvé de nouveaux locataires. La plupart d'entre eux ont bien sûr entendu parler des événements qui se sont déroulés à l'époque. Si certains adhèrent aux hypothèses proposées par les experts, d'autres restent convaincus que leur édifice a été le théâtre de phénomènes surnaturels. Il est vrai qu'à ce jour, ces événements n'ont jamais été expliqués de manière convaincante et ne se sont jamais reproduits non plus, même lors de canicules des années suivantes. Les coups ont certes cessé, mais ce n'est pas l'intervention des experts qui a eu raison d'eux, mais le temps. Et le temps donne raison à tout. Ce qui s'est passé à Beauport en 1989 est probablement le dossier paranormal le mieux documenté du Québec et peut-être même du Canada et de l'Amérique du Nord. Car une télé locale était sur place et en interviewant une locataire a réussi à capturer des phénomènes de poltergeist, des coups dans les murs. Et on le voit dans la séquence vidéo, les murs bougent, tellement les coups sont violents. Mais, comme la plupart des cas de poltergeist, les manifestations se sont arrêtées aussi soudainement qu'elles ont commencé. Et c'est ce qui rend le poltergeist si mystérieux. C'est mon préféré. Parmi toutes les sortes d'identités, je trouve que le poltergeist c'est mon préféré parce que c'est un des seuls avec lesquels on peut filmer, photographier ou même entendre les manifestations. On sait pas d'où il vient, on sait pas où il s'en va, on sait pas c'est quoi son but. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est là, et qu'il nous empêche de dormir la nuit. Il y aura encore beaucoup d'histoires à raconter sur les fantômes et sur les phénomènes de hantise. Même les histoires que j'ai énumérées aujourd'hui, je les ai juste effleurées, là. J'ai pas rentré dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à faire des recherches avec les mots-clés que je vous ai donnés. Tapez Esther Cox sur Google, Enfield, Doris Better, ou bien même Poltergeist Beauport. Allez sur Google, tapez ces mots-clés-là, vous allez avoir une foule d'informations qui va défiler. Je me suis un peu inspiré de ces informations-là pour vous faire les vidéos d'aujourd'hui. Mais j'en ai pris juste une petite partie, sinon la vidéo durerait 3 heures. Mais si vous voulez en savoir plus, allez-y, allez faire vos propres recherches. Vous allez voir, ce sont des cas qui sont
hyper intéressant, hyper documenté. Mais bon, pour ceux qui, comme moi, croient en la vie après la mort, même si ces événements-là sont plutôt négatifs, je trouve que c'est encourageant. Et pour ceux qui n'y croient pas, ben, continuez de pas y croire. Hein? Sur ce, la vidéo se termine ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo-là. Ça m'a pris une semaine de travail intense, de recherche. Et j'ai mis beaucoup d'heures sur cette vidéo-là. Alors, si vous voulez m'encourager pour que j'en fasse d'autres, montrez-moi que je fais pas ça pour rien, là. Montrez-moi que vous m'écoutez puis que vous aimez mon vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce bleu là, en dessous là, pour m'encourager. Partagez ma vidéo pour que d'autres puissent la voir. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et surtout, faites de bons cauchemars. C'est un monde étrange. Un monde où il est impossible de trouver une explication pour tout. Ce qui est vrai pour les uns est complètement faux et erroné pour les autres. Nous avons des croyants et des non-croyants. Nous avons des faits et des rumeurs. Nous avons des histoires, mais aussi des légendes. Le passé regorge déjà de faits les plus troublants les uns que les autres. Quant à moi, je suis fébrile quant à ce que nous réserve l'avenir. Peut-être un jour aurons-nous des réponses. Peut-être pas.